C'est l'heure du second débat de ce sens public consacré aux hausses d'impôts annoncées par Michel Barnier. Selon nos confrères des Échos, la facture fiscale pourrait s'alourdir de 25 milliards l'année prochaine. Peut-on trouver une telle somme en ne taxant que les Français les plus riches et les très grandes entreprises? La réponse est un peu dans la question. Comment la France, l'un des pays les plus taxés au monde, va-t-elle supporter ces nouveaux impôts? Avant d'en débattre, ce que l'on sait des mesures annoncées par le Premier ministre avec Samia Dechia. Pour trouver 20 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires l'an prochain, Michel Barnier prévoit des hausses d'impôts ciblées. Dans son viseur, les 300 plus grandes entreprises françaises, celles qui font plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Elles seront soumises à une surtaxe exceptionnelle de 30% minimum au lieu de 25% pendant 1 an ou 2, une mesure qui doit rapporter 8 milliards d'euros. Nous allons demander une contribution ciblée, exceptionnelle, temporaire, à de très grandes entreprises et aussi aux plus gros contribuables de notre pays. Et c'est ça qui me paraît correspondre à la justice fiscale. Quant aux ménages, ceux qui gagnent plus de 500 000 euros par an verront leur impôt sur le revenu augmenter. D'après le journal Les Échos, le gouvernement espère trouver 2 milliards supplémentaires en passant leur taux d'imposition moyen à 20%. Grâce à l'optimisation fiscale, les 0,3% les plus fortunés réussissent très souvent à descendre bien en dessous de ce taux. Dans les très très hauts revenus, ce taux peut même baisser jusqu'à 8%, ce qui est un taux extrêmement faible, beaucoup plus faible que des ménages qui gagnent pourtant beaucoup moins. Le gouvernement proposerait du coup de plafonner l'utilisation de cette optimisation fiscale. C'est-à-dire que vous avez le droit de le faire, mais jusqu'à un certain montant, et un montant qui ne vous permet pas de descendre en dessous de 20%. Les ménages les plus riches ne seront en réalité pas les seuls à contribuer à l'effort fiscal. Le gouvernement prévoit aussi une augmentation de la taxe sur l'électricité en 2025 qui touchera tous les ménages. Une hausse presque invisible car elle sera compensée par une forte baisse des prix sur les marchés. Votre facture d'électricité qui aurait dû baisser d'à peu près 15%, d'accord, avec la taxe ne baissera que de 8 à 7%. Et donc c'est un impôt de 6 milliards qui est quand même bien plus important que l'effort qu'on va demander aux ménages les plus fortunés qui vont être impactés à 2 milliards sur ce budget-là. Des pistes qui restent encore à confirmer. La copie finale du budget 2025 sera présentée demain en Conseil des ministres. Qui va payer ces milliards d'impôts supplémentaires? On en débat avec Erwan Le Nohan. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes consultant membre du Conseil scientifique de la Fondation pour l'innovation politique. Béatrice Mathieu, bonsoir et bienvenue. Vous êtes grand reporter à l'Express et spécialiste des questions économiques. Vincent Drozet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Porte-parole d'Attaque, ancien secrétaire général de Solidaire Finances Publiques et co-auteur de L'évasion fiscale, toute une histoire, qui vient de sortir aux éditions de l'Atelier. Mathieu Croissando, éditorialiste politique, évidemment, toujours à mes côtés. Allez, je commence par, il y a beaucoup de thèmes, de chapitres dans ce débat. Taxe sur les plus riches. Erwan Le Nohan, je commence avec vous. Quel peut être l'effet de ces impôts sur notre économie, d'après vous? Mais c'est un peu ce qui manque dans le raisonnement du gouvernement, c'est-à-dire que, en fait, qu'aujourd'hui on entend, et qui peut peut-être être justifié, c'est qu'on va taxer les plus riches pour des questions de justice sociale ou justice fiscale, pas pour des raisons économiques. On ne sait pas, on n'a pas d'argumentaire économique. On nous dit que ça va rapporter tant d'argent parce qu'on considère toutes les choses égales par ailleurs, que les gens vont être taxés plus, ils ne vont pas changer leur comportement. Or, on sait que ce n'est pas vrai. On sait que l'économie, le principe fondamental de l'économie, c'est de réagir à des incitations. Et donc les ménages les plus fortunés, quand ils vont être taxés, visiblement, vous le disiez à l'instant, avec un impôt minimal sur le revenu de 20%, si j'ai bien compris, il est probable qu'ils vont réagir. Alors, quelle va être leur réaction? Est-ce qu'ils vont se laisser taxer librement comme personne ne le fait, qu'elle soit fortunée ou pas? Tout le monde cherche en général à échapper à la fiscalité quand elle s'accroît. C'est peu probable. Donc, on va avoir une réaction assez certaine de ces ménages pour réduire la base fiscale qui va pouvoir être saisie. On se souvient ce qui s'était passé quand François Hollande avait voulu augmenter, avait cherché à augmenter les impôts sur les plus fortunés. Et ça avait, la taxe de mémoire avait non seulement a été censurée, mais en plus, dans sa partie, en effet, avait rapporté très peu d'argent et considérablement ce que c'était anticipé. Question de l'efficacité, Béatrice Mathieu. Dans un article de l'Express, vous dites que cet impôt sur les riches pourrait faire pchit. Pourquoi, quelle démonstration? Ça dépend du gâteau que vous taxez, en fait. Oui. Et pour le moment,
les informations qui filtrent de Bercy sont assez lapidaires, donc on ne sait pas bien. Et donc toute la question, Erwan l'a bien dit, c'est la question du revenu fiscal de référence. Tous les mécanismes d'optimisation fiscale, en fait, sont en amont de ce revenu fiscal de référence. Donc si on estime que cet impôt minimum de 20% est sur le gâteau du revenu fiscal de référence, eh bien, on peut imaginer que les mécanismes d'optimisation vont s'accroître en dessous. Ce qui fait que pour limiter au maximum ce revenu fiscal de référence, et donc de fait, ce qu'on peut imaginer en recettes, on ne les aurait pas forcément. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est quand vous dites on ne sait pas vraiment les raisons économiques de cette décision. Si, on les connaît, on a un déficit public qui, si on ne fait rien... Il faut trouver 60 milliards à court terme et encore beaucoup d'argent à long terme. Qui approcherait les 7% si on ne fait rien, 7% du PIB. Oui. Donc si, on les connaît. Et donc là, il faut bien rééquilibrer, en tout cas retrouver un chemin pour rééquilibrer les comptes. Donc ça, les raisons, on les connaît très bien. L'optimisation fiscale, Vincent Drozet, c'est certainement l'un des thèmes ou des sous-thèmes de votre livre. Vous parlez d'évasion fiscale, ce qui sont deux choses différentes d'ailleurs. Optimisation fiscale, c'est légal. Alors vous avez, si on parle d'évitement de l'impôt, il y a l'optimisation qui est légale. Les mécanismes un peu plus agressifs, d'ailleurs on parle souvent d'optimisation fiscale agressive, parce qu'on ne sait pas trop si on est du bon côté du droit ou pas, et parfois à l'occasion d'un contrôle, on voit qu'on relève de l'abus de droit, donc de la fraude, parce qu'on est allé trop loin dans le montage, et puis il y a la fraude. Donc évidemment on en parle, d'ailleurs c'est une piste dans la coordination, dans la coopération internationale et le renforcement des moyens humains, législatifs, juridiques, pour à terme dégager des recettes. Et on sait aussi que du côté des plus riches des multinationales, pour le coup, ça a été démontré, que évidemment, c'est assez massif. Pour le débat qui nous occupe, bon, il faudra voir les annonces, mais il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est la question du consentement à l'impôt, qui est fondamentale dans une démocratie. On l'a bien vu ces dernières années, notamment avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, à l'époque, avaient deux revendications. L'ISF, on peut en débattre, et le renforcement de la lutte contre l'évasion fiscale. Parce qu'il y avait déjà un premier bilan des politiques qu'Emmanuel Macron a mis en œuvre en termes d'injustice et aussi de manque à gagner. Et là, maintenant, on sait qu'il y a eu beaucoup de manque à gagner, que ce n'était pas simplement injuste. Donc, cette dimension, il ne faut pas la nier, surtout dans le contexte politique actuel. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a environ 65 000 ménages qui gagnent plus de 500 000 euros de revenus fiscaux de référence. Aujourd'hui, ils payent environ 15 à 16 milliards d'euros d'impôts sur le revenu. On va leur réclamer 2. C'est loin de compenser ce qu'ils ont gagné depuis 7 ans. Je voudrais qu'on parle du principe d'augmenter les impôts. La France est l'un des pays les plus taxés au monde. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire ça. Mais avec des services publics, on a fait plusieurs débats sur ce thème, Mathieu, qui sont quand même en déshérence. Cherchez l'erreur, Erwan Lenohan. Je crois que ça rejoint ce que disait monsieur à l'instant. Derrière la question du consentement à l'impôt, il y a celle de savoir si les prélèvements qui sont effectués sur l'économie française, c'est de l'ordre de 45% de prélèvements obligatoires, 51% de recettes publiques. La moitié du PIB est collecté d'une manière ou d'une autre par une collectivité publique en France. C'est de savoir si cet argent est bien utilisé, enfin, en réalité. Et je pense que si aujourd'hui les Français avaient le sentiment que la mobilité sociale fonctionne, que l'école fonctionne, que l'hôpital fonctionne bien, que la sécurité fonctionne bien, etc. Ils consentiraient plus facilement à l'impôt. Exactement. Donc, mais ça révèle aussi que le vrai sujet n'est pas du côté de l'impôt, il est du côté de la dépense publique. Parce qu'on est certes le pays qui collecte le plus, on est aussi l'un des pays qui dépense le plus. Et pour autant, en dépit pour le dire très vite, d'une pléthore de moyens, d'une pléthore de financement, il y a une pénurie de moyens sur le terrain, il y a une pénurie de résultats. Donc l'argent est probablement pas extrêmement bien dépensé, ou pourrait l'être mieux. Oui, c'est une litote, oui. Voilà. Effectivement, on l'a bien compris. Béatrice Mathieu, est-ce que ça veut dire qu'il faut encore rajouter des impôts alors qu'on est déjà l'un des pays les plus taxés au monde ? Non, mais non, je pense que rajouter des impôts, c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Si cette contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, encore une fois, on est dans une situation exceptionnelle. Oui, donc, je ne dis pas le contraire. Voilà, les 60 milliards, il faut les trouver. Donc il va bien falloir les trouver. Et objectivement, on ne pourra pas tout trouver, notamment pour l'année prochaine où il y a une grande marche à monter seulement par la dépense publique. Parce que pour revenir aux fameux 3% en
peut-être 2030, voilà. Oui, ça a été repoussé. Ça a été de nouveau repoussé, donc voilà. C'est 60 milliards l'année prochaine, mais ça va être encore 25 milliards l'année suivante, et encore 20 milliards, et encore 20 milliards. Et là, donc là, il va falloir faire un effort de très long terme sur la dépense publique. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez tous les deux. Comme vous disiez, les Gilets jaunes avaient des revendications à la fois sur l'ISF, etc. Leur revendication, c'était où va mon argent, où vont mes impôts. Ça a été beaucoup dit, où va l'argent ? Et ça revient effectivement sur l'utilisation des impôts, donc la dépense publique. Et quand on regarde dans la dépense publique, une des spécificités françaises, aux côtés des deux spécificités qui ont été mentionnées, c'est le poids de la dépense sociale. Et à l'intérieur de la dépense sociale, le poids des dépenses de retraite. Oui, effectivement. Est-ce que ce n'est pas une paresse intellectuelle que de décider de nouveaux impôts, Vincent ? Moi, j'aurais tendance à dire que la vraie paresse intellectuelle, c'est de ne pas décortiquer la question du prélèvement obligatoire, de voir leur contrepartie et de ne pas comparer ce qui se passe à l'étranger. Donc derrière la formule un peu provocatrice, il y a quoi ? C'est que faut effectivement regarder qu'il y a un repli des services publics et la protection sociale et qu'il y a des vrais besoins. Mais historiquement, on a des services publics très développés. Je rappelle qu'au Japon, l'éducation est privée, par exemple, qu'il y a peu ou pas de crèches en Allemagne. Et donc, ce sont des pays qui ont fait le choix de dépenses et de prélèvements privés pour financer des réels besoins qui, chez nous, sont couverts par la dépense publique et par des prélèvements obligatoires. Donc, quand on regarde ça, et notamment la question du système de sécurité sociale, le poids des prélèvements privés et des dépenses privées aux Pays-Bas, aux États-Unis, est incomparablement supérieur à celui qu'il y a en France. Et donc, on a fait historiquement le choix d'un système où on se dit, on va mettre cette richesse dans un système collectif pour que tout le monde puisse en bénéficier. Ailleurs, les systèmes ne sont pas moins chers. Ils sont essentiellement privés, et donc c'est pas pris dans les comparaisons. C'est pour ça que je disais que quand il paresse intellectuel, c'est qu'on va pas au bout du raisonnement. Effectivement, la comparaison, elle est intéressante et elle est importante, mais il n'empêche quand même que j'ai un peu, alors peut-être que je me trompe, mais un peu le sentiment que face à cette question de la dette publique de la France qui va grossissant gouvernement après gouvernement, la réponse la plus facilement trouvée par les uns et les autres, ça a quand même été l'impôt, depuis des décennies. On a une histoire fiscale qui est assez passionnée, c'est vrai, mais regardez, depuis quelques années, les baisses d'impôts, d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est 60 milliards, c'est ce qu'on cherche à récupérer aujourd'hui. Et surtout, il y a une accélération dans la prise de conscience que le financement de ce qu'on appelle la transition, qu'on dit la bifurcation écologique, le mur climatique, vous en avez parlé tout à l'heure, il est devant nous. Le rapport de France Stratégie, il dit qu'il faut trouver plus 60 milliards d'euros en plus de ce qui existe. 60 milliards, donc ça résonne. Alors sur les finances publiques et sur la mobilisation de l'épargne, il y a deux leviers. Mais on ne pourra pas y échapper. Et donc, y compris la question de la dette se pose un petit peu autrement. Derrière ça, il y a aussi d'autres questions sur l'aménagement du territoire, le rapport au service public, parce que là aussi, historiquement, en France, on a eu, on a dû financer une armée, ce qui n'était pas le cas de l'Allemagne. Souvent, d'ailleurs, on a comparé les besoins de financement et où va l'argent. On a des aides aux entreprises qui sont importantes, qui expliquent d'ailleurs une partie de la dette. Bon, voilà, il y a un débat effectivement sur où va l'argent. Je reprends l'argument, peut-être que Béatrice Mathieu disait tout à l'heure, 60 milliards à trouver, c'est impossible sans augmenter les impôts. Votre avis là-dessus, Erwan Lemoine ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de rapports de la Cour des comptes, de l'Inspection des finances, de l'Institut Montaigne encore ce matin ou hier, je crois, qui montrent qu'il y a beaucoup de possibilités de faire des réductions de dépenses. Je reste sur le sentiment que l'augmentation d'impôts, elle est essentiellement politique. Elle a une motivation essentiellement politique, c'est de dire on va tous faire des efforts. Alors, ça, ce que je voulais dire... Là, c'est pas exactement ce que le gouvernement nous dit. Il dit c'est surtout les riches et les très riches qui vont faire des efforts. C'est parce qu'au moment où dans quelques semaines, quand il y aura le débat budgétaire, ou plus tard, quand on va dire mais là, nous, on a un service public en moins, il y a des budgets qui a baissé, le gouvernement va dire oui, c'est vrai, mais tout le monde fait des efforts. D'ailleurs, regardez, on a demandé aussi aux riches de payer, et ils ont été contraints de payer. Parce que ce que je voulais dire en disant qu'il n'y a pas de raison économique, évidemment, il y a la raison du déficit, mais il n'y a pas de raisonnement économique. C'est-à-dire qu'on fait comme si baisser la dépense ou augmenter les impôts, ça avait le même effet économique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Baisser la dépense, c'est plus favorable à la croissance. Baisser la dépense publique, ou ne serait-ce que la rendre plus efficace, c'est plus favorable à la croissance qu'augmenter les impôts. Oui. Alors, on a parlé d'évasion ou d'optimisation fiscale. Alors, dans sa recherche des milliards perdus, le Premier ministre annonce également un renforcement justement de la lutte contre les fraudes fiscales et sociales. Cette fois-ci, dans la durée, nous lutterons résolument contre la fraude fiscale et contre la fraude sociale, y compris en sécurisant les cartes vitales pour éviter le versement indu d'allocations.
Extrait de son discours de politique générale. Là aussi, Béatrice Mathieu, quand on met l'accent sur la fraude sociale, c'est un message politique qu'on envoie très clairement. Mais en fait, cette déclaration est une succession de messages politiques. Oui. Donc, on voit bien que que ce soit à droite, au centre, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, on a mis des lignes rouges dans tous les sens. Donc il essaye de naviguer comme il peut dans ces lignes rouges pour survivre au-delà du mois de novembre. Donc il y a la fraude fiscale. Donc il y a tout ce qui plaît. Alors on donne un petit peu aux uns avec la taxation des plus riches, on donne un petit peu aux autres avec la fraude fiscale. Oui. En l'occurrence, la fraude sociale. Et la fraude, parce que là, il nous donne l'exemple des cartes vitales. Voilà. Et c'est une collection en fait de messages politiques. Oui. C'est précisément ce clientélisme, entre guillemets, pas forcément un vilain mot, c'est ce qui pourrit le débat fiscal et le débat sur les dépenses publiques depuis des décennies, parce qu'il y a une hypocrisie totale. On dit qu'il faut réduire les dépenses publiques. D'accord, on commence par où ? Et vous allez voir se lever des gens qui vont dire il est hors de question qu'on touche à la santé, tous les toubibs, les infirmières là. Enfin, vous prenez n'importe quel secteur, tout le monde va monter au créneau. Donc la facilité, c'est évidemment de monter les impôts, parce qu'on a la taxe facile en France. C'est là où je diverge pas avec vous. Genre, de la vignette auto à la CRDS, à la on crée des choses pour compenser. On en a supprimé, par exemple, la taxe d'habitation qu'on a supprimée, qui est à mon avis une erreur magistrale, puisqu'on on parlera des collectivités locales tout à l'heure. On fait exploser la taxe foncière du coup. Mais il y a le réflexe qui est de ne jamais s'attaquer à la dépense, non pas par une folie dépensière, mais par une absence de courage politique aussi. Et s'il y a un consensus fiscal, et là je vous rejoins, c'est-à-dire de dire on est tous prêts à payer pour avoir des services publics qui fonctionnent, on n'est jamais d'accord sur la façon dont ils doivent fonctionner. Puis il y a une part de ce que j'entends dans ce que vous dites, une part de responsabilité collective. On a tous notre part de responsabilité quand on dit je veux bien des impôts supplémentaires, mais surtout celui d'à côté, celui qui habite à côté de chez moi. Fraude fiscale versus fraude sociale. Qu'est-ce qui coûte le plus cher à l'État ? La fraude fiscale, mais il faudrait déjà définir les termes. Quand je pars de la fraude sociale, il y a deux formes de fraude sociale. Il y a la fraude aux cotisations sociales, notamment le travail non déclaré, ou quand les revenus ne sont pas totalement déclarés. Ça, c'est la principale fraude sociale. C'est 10 à 20 milliards d'euros selon les estimations, qu'on se réfère à la Cour des comptes ou aux URSSAF. La fraude aux prestations sociales, en revanche, c'est tout à fait mineur. C'est aux alentours de 2-3 milliards d'euros. Alors là, pour le coup, selon les URSSAF et la Cour des comptes également. Du côté de la fraude fiscale, il y a un long débat depuis 10 ans sur son estimation. Moi, je l'avais au niveau du syndicat estimé aux alentours de 80 milliards d'euros. Ça n'a jamais été évidemment vraiment démonté. Et quand j'observe les travaux qui sont menés au niveau de l'Union européenne, qui perd environ 800 à 900 milliards d'euros par an au niveau de l'ensemble des prélèvements obligatoires, les travaux de Gabriel Zucman sur les actifs non déclarés à l'étranger, des chercheurs de Grande-Bretagne sur la manipulation des prix de transfert en matière d'impôt sur les sociétés, ou les travaux de l'INSEE sur la TVA, on voit que l'ordre de grandeur tient. Après, le problème dans la perception collective, c'est que, évidemment, tout ça est scandaleux et on perd énormément d'argent. Il n'y a pas que la France. Donc il faut renforcer, on pourrait parler des moyens de Bercy, parce qu'il faut objectivement les renforcer. Pas que Bercy, et la justice également, les services spécialisés. Mais on joue beaucoup sur la fraude de proximité. Votre voisin gagne plus que vous. On a beaucoup joué, on l'a vu avec le gouvernement précédent. On maximise la question de la fraude aux prestations sociales. Alors là, pour le coup, pour des raisons politiques également. Et puis parce que derrière, il y a la petite idée de se dire on va quand même s'attaquer au périmètre de la sécurité sociale. Donc, est-ce qu'on aura un vrai débat ? Ça serait intéressant. Mais les ordres de grandeur sont là. On observe aussi que la fraude sociale est un peu plus localisable, donc on a un peu plus tendance à y aller pour la combattre. On maximise les résultats. Tous les gouvernements de droite et de gauche ont fait ça. Reste que l'évitement fiscal reste massif. Bon, donc vous nous dites 2 milliards d'un côté et estimation, évidemment c'est compliqué à estimer, 80 milliards de l'autre. Et je vais continuer de donner des chiffres, puisqu'en mars dernier, Gabriel Attal, et là on parle de fraude fiscale, annonçait avoir récupéré pour l'année 2023 plus de 15 milliards d'euros, 15,2 milliards d'euros, et le Premier ministre de l'époque nous disait que c'était historique. Erwan Le Nohan, Michel Barnier peut-il faire mieux ? Et si oui, comment ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une... Voilà, ce que j'entends, ce que vous sous-entendez un peu, c'est la faiblesse, pas l'absence, mais la faiblesse de la volonté politique pour aller récupérer ces milliards évadés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, faire mieux, je n'ai pas l'expertise technique pour savoir si les services de Bercy peuvent faire mieux. Ce que je comprends, c'est que c'est quand même effectivement un axe très fort du gouvernement précédent. Tous les gouvernements ont aidé depuis un moment d'aller dire il faut qu'on aille trouver cet argent qui nous échappe.
parce que le droit est contourné. Enfin, le droit non, on n'est pas contourné. Enfin, le droit est violé d'une certaine manière. Mais il y a aussi un peu cette idée qui moi me gêne, qui consiste à dire qu'au-delà de la fraude, quand vous parlez dans l'évitement, vous mettez la fraude et l'optimisation. L'optimisation, c'est légal, mais il y a cette idée derrière qu'en fait, c'est là, je parlais de fraude. Je parlais juste de fraude là. C'est l'idée que l'État, ce serait de l'argent qu'on ait volé à l'État, mais en fait, pas du tout. Enfin, l'argent, c'est l'argent des Français, c'est l'argent des contribuables. C'est pas dans la fraude, c'est de l'argent qui est volé à la collectivité. Dans l'optimisation, il y a de vol de personnes. C'est des gens qui raisonnent de manière optimale pour se sauver leur propre. La frontière est parfois un peu poreuse. C'est l'abus de droit. C'est une tarte à la crème des campagnes électorales. Quand même, hein. Comment vous allez financer votre programme? Alors, si vous êtes de droite, vous dites je vais m'attaquer à la fraude sociale. Si vous êtes de gauche, vous dites c'est la fraude fiscale qu'il faut aller voir. Si vous êtes d'extrême droite, vous dites c'est l'argent de l'immigration. Voilà, c'est une façon de ne pas financer parce que tout le monde est pour aller essayer d'attraper les milliards qui s'échappent. Est-ce qu'on a les moyens humains? Est-ce qu'il y a assez de gens du fisc qui bossent là-dessus? Autre question. Alors, on peut faire, parce qu'il y a une focalisation médiatique et de communication politique de la part du Premier ministre sur, effectivement, taxer les super riches ou les très grandes entreprises. On y reviendra, mais on peut faire la liste, Béatrice Mathieu, parce qu'il y a le report de la revalorisation des retraites. Alors, c'est prévu, c'est pas encore officiel, mais taxes sur les jeux d'argent, sur les paris en ligne, éventuellement sur le transport aérien, la question du bouclier énergétique mis de côté. Finalement, on va tous être remis à contribution. Non, mais par exemple, prenons l'exemple de les prix d'EDF, en fait, les prix d'électricité. On n'a pas arrêté depuis 2 ans, même dans nos colonnes. Je veux dire, le quoi qu'il en coûte a coûté quand même énormément d'argent. On a arrosé tout le monde sans aucun ciblage. Là, tout le monde s'étonne qu'on remonte en fait cette taxe au niveau d'avant la crise et peut-être même un petit peu au-dessus, sachant que les prix de gros ont baissé, ce qui peut compenser. Donc c'est pas une taxe supplémentaire, c'est la fin d'un bouclier énergétique. Mais voilà, quand j'entendais au début un économiste que j'aime beaucoup, c'est quand même une présentation un petit peu fallacieuse. Donc, on revient à une situation antérieure. Tout le monde a profité, que vous soyez riche, pauvre, que vous habitiez Paris ou Avignon, de cette baisse de taxes, sans condition de revenu. Eh bien, on revient à une situation antérieure. Ben, c'est normal parce qu'encore une fois, la situation de nos finances publiques n'est pas normale, n'est pas durable et n'est pas souhaitable. Et Mathieu, c'est la démonstration que les impôts, c'est vraiment le sujet inflammable en politique. Bah oui, parce que ça touche directement le porte-monnaie et donc le quotidien des Français, et aussi parce qu'en la matière, il souffre à la fois d'angoisse généralisée et puis de mémoire sélective. En gros, quand vous augmentez les impôts, ne serait-ce que pour certains, tout le monde s'en plaint, même ceux qui ne sont pas concernés, où tout le monde a le sentiment de payer plus. Et puis quand vous les baissez, ça paraît au mieux normal, et au pire, vous n'en apercevez pas, ou alors tout le monde l'oublie très vite. Morceau avalé n'a plus de goût, dit l'adage populaire, un adage populaire que reprenait souvent François Hollande, qui connaît un impôt, vous allez me dire. Parce que François Hollande, il les augmenta beaucoup, notamment pour les plus aisés au début de son quinquennat, avant de les baisser quand même, il faut le rappeler, à 4 reprises successives pour les classes moyennes, je parle de l'impôt des particuliers, il reste pour de nombreux Français le président du ras-le-bol fiscal. Certains lui en veulent même pour des mesures qu'il n'a finalement pas pu mettre en place, on en parlait tout à l'heure, comme la taxe à 75%. Oui, ça me fait penser, c'est une référence de bande dessinée, c'est un peu le sparadrap du capitaine Haddock. Oui, parce que les premières mesures fiscales, ça fixe généralement la coloration d'un quinquennat, quoi qu'il arrive. En choisissant par exemple pour premier texte, dès le lendemain de son élection, vous vous souvenez Nicolas Sarkozy 2007, la loi TEPA, surnommée le paquet fiscal, il écope de quoi, Nicolas Sarkozy? L'étiquette de président des riches. Alors le texte, il allégeait notamment l'impôt sur la fortune, il prévoyait un allègement de l'impôt sur les successions, on a baissé le bouclier fiscal, mais il comportait aussi la défiscalisation des heures supplémentaires. Mais voilà, en impôt, tout est affaire de symboles, et certains symboles sont plus forts que d'autres. Emmanuel Macron, lui aussi, en sait quelque chose. Lui qui fut affublé du même surnom, président des riches, après avoir décidé, dès le début, là encore, de son premier quinquennat, de supprimer l'impôt sur la fortune, enfin de le transformer en impôt sur la fortune immobilière, et puis d'instaurer cette fameuse flat tax, vous savez, qui crée un plafond de prélèvement pour les plus aisés. Et puis alors, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais ça reste un argument de campagne électorale. Oui, mais alors à double tranchant, parce que ceux qui promettent de les baisser ont intérêt à le faire, sous peine de se voir constamment rappeler à leurs promesses. Le dernier exemple en date, la baisse des impôts de production, promise par Emmanuel Macron en 2022, vous pouvez toujours l'attendre si vous êtes à la tête d'une entreprise. Et puis promettre de les augmenter,
Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Ça peut flatter un électorat, mais à condition que celui-ci soit certain de ne pas les payer. Donc c'était le cas en 2012, vous vous souvenez, la taxe à 75%, j'en parlais tout à l'heure de François Hollande. Ça a permis à François Hollande de reprendre du terrain sur Jean-Luc Mélenchon. À l'époque, c'était vraiment un truc très tactique. Mais en 2007, le même François Hollande, dans un débat fiscal, avait failli se prendre les pieds dans le tapis sur le fameux à combien on est riche, vous savez. Alors là, il avait dit à partir de 4 000 €, et là, ça lui avait coûté très cher. Et puis on va rappeler pour conclure, Mathieu, que faire baisser les impôts, ça ne vous garantit pas une réélection. Parlez-en à un certain Lionel Jospin, qui baissa les impôts après une attaque en règle lancée par le président de cohabitation de l'époque, vous vous souvenez, Jacques Chirac, sur l'existence d'une supposée cagnotte. Il y en a eu à l'époque pour plus de 15 milliards d'euros, dont une baisse absurde d'un point de TVA dont personne n'a ressenti ni n'a le souvenir de la couleur ni du goût, j'ai envie de dire, et qui n'empêcha pas Lionel Jospin de se fracasser à la présidentielle 2 ans plus tard. Merci beaucoup, Mathieu. Sur le côté inflammable de cette thématique des impôts, il y a effectivement ces fractures au sein même de la fragile majorité de Michel Barnier. Écoutons l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ça ne lui plaît pas du tout, l'idée d'augmenter les impôts. Je sais que nous serons aussi nombreux à ne pas pouvoir soutenir un gouvernement qui augmenterait les impôts. Cela serait contraire à tout ce que nous avons fait de positif pour des millions de travailleurs et d'entrepreneurs. Augmenter les impôts, c'est la facilité. Augmenter les impôts, c'est décourager l'initiative. Augmenter les impôts, c'est ouvrir des usines à chômage. Augmenter les impôts, c'est ne pas respecter le travail. J'entends qu'il ne concernerait ces hausses d'impôts que les plus aisés d'entre nous. Mais l'argent des plus aisés doit aller dans la création d'emplois, pas dans les caisses publiques. Augmenter les impôts, c'est ouvrir des usines à chômage, nous dit Gérald Darmanin. Votre avis là-dessus, Erwan Le Nohan? Bon, la formule est choc, mais je pense qu'il n'a pas tort d'un point de vue économique. D'un point de vue politique, je pense que ces propositions peuvent se discuter, mais d'un point de vue économique, il a raison. Augmenter les impôts, ça n'est pas favorable à la croissance. Augmenter les impôts, ça peut ramener des recettes, on parlait tout à l'heure d'incitation, ça peut avoir du sens pour orienter les comportements, notamment toute la fiscalité environnementale. Oui. On veut décourager des comportements nuisibles à l'environnement, donc on les taxe. Mais il n'est pas démontré à ce stade que augmenter les impôts, surtout au niveau où on en est, et surtout quand on pourrait reparler de la fiscalité sur les entreprises, qui va augmenter de 20 à 40% pour les plus grandes entreprises, enfin l'impôt sur les sociétés, ça n'est pas favorable à la croissance, ça n'est pas favorable à la création d'emplois. Ce qui manque peut-être dans le discours de Gérald Darmanin, c'est que il sort du gouvernement qui est pas uniquement, mais en partie responsable de la situation des finances publiques actuelles. Ouais. Après, me direz-vous, le camp du Premier ministre actuel a fait toutes ses campagnes des 10 dernières années en disant qu'il y avait trop d'impôts dans le pays, qu'il fallait baisser les impôts, et à peine arrivé au pouvoir, la première mesure qu'ils prennent est d'augmenter les impôts. Alors la taxe exceptionnelle sur les bénéfices des très grandes entreprises, elle aussi, elle suscite certaines critiques, notamment celle d'Éric Ciotti, le président fondateur de l'Union des droites. Quand on va augmenter l'impôt sur les sociétés de 8%, alors on nous dit c'est pour les plus grandes entreprises, mais c'est celles qui réussissent, c'est la chance de la France, elles portent des emplois. Quand on va diminuer, je prends un exemple, la prime d'apprentissage, on va toucher qui? Les artisans, les commerçants, ceux qui tous les jours donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui travaillent et qui en ont marre de payer. Vos lignes rouges? Alors qu'on ne touche pas au système social. Ce sont vos lignes rouges? Ce sont quelques-unes de nos lignes rouges. Alors on ne va pas forcément parler de la prime d'apprentissage, mais cette taxe sur les très grandes entreprises, Vincent Drezet, en termes d'efficacité, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, et puis peut-être en termes de temporalité, on nous dit exceptionnel et provisoire, mais Mathieu l'évoquait tout à l'heure, il y a un certain nombre d'impôts dans ce pays qui étaient censés être provisoires et qui le sont restés très longtemps. Alors ça, l'avenir le dira. Un premier commentaire sur les déclarations de M. Ciotti et Darmanin, là où ils jouent la même carte, c'est qu'ils globalisent. Ils font croire à tout le monde que tout le monde va payer des impôts. Oui. Bon, ce qui n'est objectivement pas le programme du projet de loi de finances. Donc là-dessus, voilà, juste pour quand même le souligner. Sur la question des entreprises, il y a 352 entreprises qui aujourd'hui dégagent un revenu fiscal déclaré de 36 milliards d'euros. Oui. Et qui payent aux environs de 14-15 milliards. D'ailleurs, c'est à peu près le même rendement que ce que payent les 65 000 contribuables les plus riches. Ce sont des entreprises qui, depuis 3 ans, réalisent ce qu'on appelle des super profits.
quand on regarde la moyenne des 5-10 dernières années, il y a un débat, y compris au niveau de l'Union européenne, sur cette question-là. Donc, on voit bien qu'il y a... Ils vont où, ces profits? Ces profits sont en grande partie distribués... En investissement, pas seulement en dividendes pour les actionnaires. Regardez les 6 premiers mois de l'année 2024, c'est 63 milliards d'euros de distribution de dividendes. On va à nouveau vers un record. Donc, si on peut... Alors, à terme, trouver un mécanisme qui favorise le réel investissement, parce que l'échange d'actions qui existe déjà, c'est pas un investissement nouveau, c'est juste un échange d'actions entre et puis les produits dérivés, etc. Y compris, ça alimente la spéculation, personne ne peut le nier. Donc, si à terme on trouve un impôt sur les sociétés intelligent qui favorise l'investissement et qui essaie de limiter les dégâts de la financiarisation, pourquoi pas? Il faut rappeler aussi qu'aujourd'hui, on est à 25%. Sur le bénéfice déclaré, parce que les multinationales ont des bénéfices partout ailleurs, y compris dans ce qu'on dit pudiquement des pays à fiscalité privilégiée, que le taux d'imposition réel du groupe est moindre, mais qu'on était à 33% il y a 7 ans. Et à la limite, dans les années 80, on était même on était à 50%, pardon. Et quand on regarde un peu en tendance longue, et c'est le même raisonnement pour l'impôt sur la fortune, les taux de croissance n'ont pas forcément été affectés par l'existence de l'ISF, y compris quand il y avait l'ISF dans les années 90, le taux de croissance français était supérieur à celui d'Allemagne. Et donc, en tendance longue, avoir des impôts, c'est aussi une question de choix de société, de civilisation. Et pour conclure, les pays, on dit souvent que la France est le pays le plus taxé, les pays les moins taxés dans le monde, ce sont les pays les plus pauvres. Il nous reste, une grosse dizaine de minutes, une douzaine de minutes dans ce débat. Il y a encore un thème qui est très important à aborder. C'est celui, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, Béatrice, celui des collectivités locales, puisque sur ces 60 milliards d'efforts demandés en français, il y en a aussi qui concernent les collectivités locales. Et on en parle tout de suite avec Quentin Calmet. Bonsoir Quentin. Bonsoir Thomas. Les collectivités locales qui sont donc, elles aussi, dans le viseur de Bercy. C'est ça, le chiffre a été confirmé par le ministre du Budget cet après-midi lors de la séance des questions au gouvernement du Sénat. Régions, départements et communes vont devoir réduire leurs dépenses de 5 milliards d'euros. Ça représenterait donc 12,5% de l'effort, alors que les collectivités représentent 20% de la dépense publique. L'annonce a été faite hier lors d'une réunion à Matignon. Les élus locaux qui ont dit n'accepter, je cite, aucune des mesures qui ont été proposées. Ils promettent également de lancer une bataille parlementaire. Et justement, les sénateurs, vous aviez assisté à cette séance de questions au gouvernement, ils se sont emparés du sujet aujourd'hui. Voilà, le Sénat qui se fait régulièrement l'écho des préoccupations des collectivités. Il faut dire que le Sénat les représente dans la Constitution. La charge est venue tout à l'heure de Cécile Cukierman, la présidente du groupe communiste au Sénat. On écoute. Jusqu'à présent, les collectivités locales étaient souvent le dernier rempart contre les coups de boutoir du libéralisme, un bouclier contre la paupérisation et le repli sur soi de nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre, confirmez-vous ce choix, votre choix, contre les collectivités, leurs élus, leur population, ce choix contre votre pays et ses territoires? Alors, Michel Barnier a refusé cette expression, il l'a dit droit dans les yeux de la sénatrice, mais patatras pour le gouvernement qui promet depuis des semaines une concertation avec les élus locaux depuis la nomination de Michel Barnier à Matignon, et alors que les relations avec ces collectivités et les différents gouvernements d'Emmanuel Macron, elles ont régulièrement été très tendues, le Premier ministre qui a donc essayé de déminer la situation. Écoutez. J'ai été président d'une assemblée départementale pendant 17 ans, Madame la Présidente, et donc je ne mettrai jamais les collectivités locales en accusation. Jamais. Je sais qu'elle gère, et elle gère au plus près des gens, des difficultés, des enjeux, des projets. Et donc je n'ai pas oublié cette responsabilité. Avec une difficulté politique pour le Premier ministre, il espérait profiter d'une large majorité de la droite et du centre au Sénat, mais s'il pousse trop loin l'effort des collectivités, il pourrait se mettre à dos l'ensemble de la Chambre haute et pas seulement les communistes. Et une difficulté économique aussi, les collectivités territoriales représentent une part importante de l'investissement public en France en réduisant leur budget. Ils risquent aussi de gripper un acteur économique important dans les départements. Merci beaucoup Quentin. Béatrice, Mathieu, comment vous jugez cette mesure? Demander un tel effort aux collectivités locales, c'est logique? Tout le monde doit faire un effort, oui. C'est injuste? Comment vous qualifiez ça? C'est logique. On sait qu'il y a sans doute effectivement des milliards d'économies à trouver dans ce millefeuille territorial où il y a des doublons d'effectifs, où on voit bien que la réforme sur la baisse du nombre de régions qui devait amener des économies n'a apporté aucune économie. Donc c'est un échec total. Il n'empêche que on a des collectivités
collectivités locales qui sont dans une situation assez compliquée, de recettes fiscales qui viennent en partie des droits de mutation qui se sont effondrés en raison du retournement de marché de l'immobilier, et des dépenses, notamment des dépenses sociales qui ont beaucoup progressé. Donc là, il y a un effet de ciseau où effectivement, elles sont dans une situation compliquée. Et quand on regarde en fait ce qu'il y a dans ces dépenses sociales, il y en a une qui a explosé au cours des dernières années, c'est l'aide sociale à l'enfance, qui progresse extrêmement rapidement. Juste sur l'année 2023, en fait, les dépenses sociales liées aux dépenses sociales à la SE, c'est plus 10% sur un an. Ce sont les enfants qui sont placés, c'est la question des mineurs isolés, et c'est pour les départements une charge qui est de plus en plus lourde. Donc il ne faudrait pas que effectivement cet effort d'économie qui est demandé aux collectivités, et il faut qu'il soit demandé aussi aux collectivités, se fasse aussi sur l'aide sociale à l'enfance, qui est déjà dans une situation extrêmement grave. Et les enfants, ils ne sont pas pour grand-chose s'ils sont nés au mauvais endroit ou dans les mauvaises familles. On est bien d'accord. La Cour des comptes propose de supprimer 100 000 postes de fonctionnaires dans les collectivités locales. Erwan Le Nohan, est-ce que c'est là qu'il faut faire des économies ? C'est notamment là qu'il faut faire des économies. Je crois que ça rejoint ce qu'on disait un peu tous. C'est-à-dire que l'effort d'économie, il doit être partagé. L'État en a fait beaucoup sur les dernières années. Les collectivités, il y a un jeu classique entre les collectivités qui explique qu'elles veulent bien faire des économies, mais qu'en même temps, la façon dont l'État a fait des économies, c'est qu'il s'est déchargé d'un certain nombre de responsabilités sur elles sans leur transférer les moyens, voire en leur coupant les recettes à certains égards. Il y a les dépenses sociales, je crois que Béatrice le disait tout à l'heure, avec les dépenses de retraite. C'est quand même un sujet majeur. La dépense sociale, de mémoire, c'est à peu près un tiers, je crois, de la dépense publique en France, si je ne me trompe pas. Le cœur mais si les collectivités locales ont des dépenses de fonctionnement qui sont trop lourdes, c'est un peu ce que nous dit la Cour des comptes, il y a peut-être bien sûr. Il faut qu'il y ait qu'elle balaye devant leur porte, vous voyez ce que je veux dire. Absolument, absolument. Et la question de la réforme de la fonction publique en est un. Le problème, c'est que je crois que ça rejoint le débat qu'on avait, ou la question qu'on évoquait au départ, d'efficacité des dépenses publiques. Oui, on est au cœur de ce débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fonctionnaires sont assez légitimes à dire qu'ils ont fait des efforts. On sait bien qu'il y a eu un gel des salaires pendant très longtemps, que dans certains nombres de services publics, il n'y a pas de moyens sur le terrain, et pourtant, comme on disait tout à l'heure aussi, il y a une pléthore de financement. Il y a un moment, il va falloir probablement qu'il y ait rêvons, mais une réflexion collective sur qu'est-ce qu'on attend de l'action publique, quel doit être son périmètre, est-ce que c'est à l'action publique d'assumer l'ensemble des fonctions qu'elle mène aujourd'hui, notamment si elle veut investir dans la transition environnementale, il va falloir qu'elle a peut-être de nouvelles fonctions à prendre, et ça va supposer de revoir les questions de l'efficacité, l'efficacité des dépenses publiques. Et on n'y est pas du tout. Aucun gouvernement ne s'est soucié de cette question depuis un certain nombre d'années. Vincent Drozet, votre avis là-dessus? Parce qu'effectivement, il y a ce paradoxe qui est au cœur de notre débat depuis 40 minutes, qui est, il y a beaucoup d'impôts, il y a un pays très taxé et des Français qui légitimement disent nos services publics vont pas bien, on n'en a pas pour notre argent. Il y a effectivement et c'est aussi avec les collectivités locales. Il y a deux questions sur la partie impôts et prélèvements obligatoires, recettes sociales. Expliquer ce que ça finance encore, même si ça se dégrade, c'est une réalité, et ensuite voir comment on répartit les recettes, notamment la charge fiscale. Donc ça, c'est la question de la progressivité. Et on voit bien, depuis tout à l'heure, on parle de contribution temporaire, mais là, on va rentrer dans le dur, c'est avec les 40 milliards d'euros d'économies qui vont être réparties, parce que ça peut être sur les frais médicaux, ça a été évoqué. On a le report, évidemment, de l'indexation des pensions de retraite, et puis les collectivités locales. Et cette question qu'on peut appeler l'austérité, c'est l'ensemble de la population qui va le payer. D'une certaine manière, c'est la mise à contribution de toute la population. Mais s'il y a 100 000 fonctionnaires de trop dans les collectivités locales, faire en sorte qu'ils ne soient plus là, c'est pas de l'austérité. C'est toujours les vieilles recettes. Enfin, c'est toujours les vieilles recettes. Il faut reprendre les besoins et voir ce que font les collectivités locales qui ont eu, avec les transferts de compétences, pas mal de nouvelles missions. Donc, ça me fait penser, moi, à la RGPP de Nicolas Sarkozy, en disant on ne va pas remplacer un fonctionnaire sur deux. Et c'était des coupes franches dans des administrations qui parfois en avaient besoin. Mais alors, s'il y a pas, j'essaye de comprendre, s'il n'y a pas trop de fonctionnaires dans certaines administrations,
administrations, étatiques ou locales. Comment on explique le fait qu'on lève autant d'impôts et que les services publics aillent aussi mal? Il y a bien un moment où il faut trouver l'endroit où ça cloche. Mais qu'effectivement, peut-être sur la dépense publique, il y a matière à dire. Alors, j'évoquais tout à l'heure la question des entreprises qui existent, c'est une chose. Il y a peut-être également la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes font quand même des rapports publics et donc de temps en temps mettre le doigt sur telle ou telle chose. Mais il faut bien voir qu'il y a aussi des évolutions démographiques. On a une démographie qui était assez dynamique, et donc ça veut dire des jeunes enfants, mais ça veut dire aussi des retraités, donc ça veut dire des dépenses. Et encore une fois, le choix de société, c'est est-ce que c'est au marché, et ça sera pas moins cher, ça sera même plus cher, mais tout le monde n'y aura pas accès, ou est-ce que c'est l'action publique? On ne peut pas résumer le débat à ça. Non, mais il faut bien faire ressortir les traits saillants. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des choix de société sur qu'est-ce qui appartient au public et qu'est-ce qui appartient au marché, je veux dire, au consensus public et au marché. Mais il ne faut pas s'interdire non plus de voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. C'est pas ce que de voir si... Il ne faut pas être bestial. Et l'erreur de la RGPP Nicolas Sarkozy, c'était le remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Absolument. C'est comme ça qu'il a fait disparaître 10 000 postes de policiers alors qu'il criait à la sécurité. Bref, ça produit des incohérences. Mais regardez finement ce qui se fait, remettre en jeu en se disant est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je vous donne un exemple, c'est pas les fonctionnaires, mais le pass culture. On peut dire c'est formidable, mais est-ce que ça vaut le coup d'arroser toute une génération d'un chèque de 300 €? C'est ça, pour tous les jeunes. Ça coûte 270 millions par an. Qu'on aide les jeunes qui en ont besoin à s'acheter des produits culturels une fois dans leur jeunesse, très bien, mais il y a tout un nombre de jeunes qui n'en ont pas besoin. Mais on le fait parce que pourquoi? En fait, c'est pas une aide à la jeunesse, c'est une subvention déguisée au secteur de la culture. Et si vous supprimez le pass culture, vous allez voir tout le secteur de la culture qui va dire non. Donc voilà dans quoi on est. Et il faut avoir du courage politique et surtout regarder les choses finement, une par une, et sur l'efficience, sur l'efficacité de la dépense. La dépense publique, c'est pas un gros mot, mais il faut qu'elle soit efficiente. Deux idées, si vous permettez, en réaction. Il y a une vraie question sur la gouvernance budgétaire et qui aujourd'hui est incarnée par la LOLF. Et de nombreux parlementaires se plaignent de la LOLF, qui est une machine lourde à gérer. C'est la constitution financière, on peut le rappeler, qui fixe... C'est la constitution financière, voilà exactement. C'est découpé en missions, en programmes, et les politiques publiques sont censées se retrouver là-dedans. La représentation nationale, ça nous renvoie également à la Déclaration des droits de l'homme, est censée normalement consentir à l'impôt et aussi, aux recettes et aux dépenses, pardon. Et donc de ce point de vue-là, il y a objectivement quelque chose, j'allais dire, qui ne va pas. C'est pour ça que nous... pour prendre une réflexion là-dessus. Et deuxième point, je reviens aux collectivités locales. Depuis des années, l'État a repris la main sur les finances locales et les finances sociales et va associer tout le monde à cette politique d'austérité. Ça pose quand même une question sur le fait qu'on n'ait pas réformé les finances locales, les finances sociales. Et tout le monde est maintenant dans le même bateau, mais le même bateau, c'est toute la population qui y est. Merci beaucoup. Merci à tous. Votre livre, Vincent Doré, Évasion fiscale, toute une histoire, vient de sortir aux éditions de l'Atelier. Je vous donne rendez-vous demain, 18h, 22h. Vous pouvez aussi retrouver tous nos débats sur publicsénat.fr et également, depuis le début de ce mois d'octobre, sous forme de podcast. Donc, c'est de l'audio et c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Notez que demain, l'invité de la matinale, justement, ce sera un ancien ministre de l'économie, Éric Woerth, député Ensemble pour la République de l'Oise, ancien ministre du budget. Belle soirée.